La veille du porcher. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux l'astre luit, et dans la maison, croyant se régaler, une petite souris sort de son trou. Contrevenant à toutes les convenances, on avait posé un piège. Cependant, période de fête oblige, on l'avait appâtée d'un bout de couenne. L'odeur avait affolé les sens de la souris durant toute la journée, mais maintenant, sans personne dans les parages, elle était prête à risquer le coup. La souris ignorait qu'il s'agissait d'un piège. Les souris ne sont pas douées pour communiquer des informations. On n'emmène pas les souriceaux sur des sites célèbres de pièges afin de leur expliquer « c'est ici que votre oncle Arthur est mort ». Tout ce qu'elle savait, c'était qu'il y avait à manger, bon sang, sur une planchette de bois avec du fil de fer autour. Un bref, sauf qu'un peu plus tard, les mâchoires du piège s'étaient rabattues sur la couenne, ou plutôt étaient passées à travers. La souris se retourna pour regarder ce qui gisait désormais sous le gros ressort et se dit « Oula !» Puis, elle leva les yeux sur la silhouette vêtue de noir qui était apparue dans son champ de vision près du lambris. « Qui » demanda-t-elle. « Qui » répondit la Morora, et ce fut à peu près tout. La Morora jeta ensuite autour de lui un regard intéressé. Son travail d'une importance capitale le conduisait essentiellement dans des cours de ferme, des caves obscures, des estomacs de chats, ainsi que dans tous les petits trous humides où souris et rats finissaient par découvrir si oui ou non il existait une tombe promise. Là, c'était différent. D'abord, les lieux étaient joyeusement décorés. Lierre et gui pendaient en bouquet des étagères. Des serpentins aux couleurs éclatantes festonnaient les murs, chose peu fréquente dans la plupart des trous ou même chez les chats les plus civilisés. La Morora bondit sur un fauteuil, puis du fauteuil sur la table, ou plus précisément tout droit dans un verre de liquide ambré qui se renversa et se brisa. Une flaque se répandit autour de 4 navets et entreprit d'imbiber un mot maladroitement écrit sur du papier à lettres roses. Il lut « Cher père Porcher, pour le jour du porcher, je voudrais un tambour, et puis une poupée, et puis un ours en peluche, et une salle de torture horrible de l'inquisition omnienne avec un faux chevalet de torture et du sang presque vrai qu'on peut réutiliser. Tu la trouveras au magasin de jouets de la rue Courte, elle coûte 5 990 piastres. J'ai été sage, et voilà un verre de sherry avec un pâté en croûte pour toi, puis des navets pour creuseurs, caveurs, fouisseurs et foreurs. J'espère que la cheminée est assez large, mais mon ami Guillaume dit qu'en fait tu es ton père. Bien à toi, Virginie Prude. » La Morora grignota un bout de pâté en croûte. Quand on personnifie la mort des petits rongeurs, il faut se conformer à certains usages. Il urina aussi sur un des navets pour la même raison, mais seulement métaphoriquement. Quand on est un petit squelette en robe noire, certaines opérations sont techniquement impossibles. Puis il sauta de la table et laissa par terre des empreintes fleurant le chéri sur tout son trajet jusqu'à un arbre en pot qui trônait dans un angle. C'était en réalité une branche de chêne dénudée, mais on y avait attaché avec du fil de fer tant de houx luisants et de gui qu'il brillait à la lumière des bougies. L'arbre enguirlandé arborait des décorations scintillantes et des petites bourses de pièces en chocolat. La Morora étudia d'un air interrogateur son reflet déformé à l'extrême dans une boule de verre, puis leva la tête vers la tablette de la cheminée. Il l'atteignit d'un bond et déambula avec curiosité entre les cartes disposées tout au long. Ses moustaches grises se convulsèrent devant les formules de type « Je vous souhaite joie et bonne chère pour la nuit du porcher et tout au long de l'année ». 2 d'entre elles représentaient un gros bonhomme jovial qui portait une hotte, dont une où il conduisait un traîneau tiré par 4 cochons gigantesques. La Morora grimaça à la vue des 2 souliers devant l'âtre où ne restait d'un feu que quelques malheureuses cendres. Il prit conscience d'une subtile tension dans l'atmosphère, l'impression que le décor était également une scène de théâtre avant les 3 coups, ou une mortaise dans l'attente de son tenant. Un raclement rompit le silence. Quelques mottes de suie tombèrent avec un bruit sourd dans les cendres. La couineuse hocha la tête toute seule. Le raclement se fit plus fort, s'interrompit un instant, puis fut suivi d'un bruit métallique comme si une masse atterrissait dans les cendres et renversait un jeu d'accessoires de cheminée ornementaux. Le rat regarda prudemment une silhouette en robe rouge se remettre debout, tituber devant le foyer et se frotter le tibia là où l'avait piqué la fourchette à griller le pain. La silhouette gagna la table et lut le billet. La Morora crut entendre un gémissement. Les navets furent empochés, ainsi que le pâté en croûte aux grandes dames de la Morora. Il était quasi certain qu'il fallait les manger sur place, non les emporter. La silhouette passa un instant en revue la feuille dégoulinante et fit demi-tour et s'approcha de la cheminée. La Morora recula légèrement derrière « Joyeuse fête ». Une main gantée de rouge saisit un soulier. Après quelques grincements et bruissements,
le soulier retrouva sa place, l'air nettement plus gros. Le principal paquet à en sortir portait l'inscription tout juste lisible « Victime non fournie, 3 à 10 ans ». La mort au rat distinguait mal le pourvoyeur d'une telle munificence. La grande capuche rouge dissimulait entièrement son visage, ne laissant dépasser qu'une longue barbe blanche. Finalement, une fois sa tâche terminée, la silhouette recula et sortit une leste de sa poche. Elle la leva à hauteur de capuche et parut la consulter. Elle agita vaguement l'autre main vers la cheminée, les empreintes dessus par terre, le verre de sherry vide et le soulier. Puis elle se pencha en avant comme si elle lisait de minuscules caractères. « Ah, oui, fit-elle. Oh, oh, oh !» Là-dessus, elle se baissa soudain et pénétra dans la cheminée. Suivirent des frottements le temps que ses bottes trouvent une prise, puis plus rien. La mort au rat s'aperçut qu'il avait commencé à ronger le manche de sa petite faux sous le coup de la surprise. « Oui !» Il atterrit dans les cendres et grappa à toute allure le conduit maculé de suie de la cheminée. Il galopait à une telle vitesse qu'il en jaillit en moulinant toujours des pattes dans le vide avant de retomber dans la neige du toit. Un traîneau planait à côté de la gouttière. La silhouette encapuchonnée de rouge venait d'y prendre place et parlait manifestement à un interlocuteur invisible derrière un tas de sacs. « Encore un pâté en croûte. »« Y a de la moutarde ?» firent les sacs. « C'est fameux avec de la moutarde. »« Je n'en ai pas l'impression. »« Ah bon ? Passez-le-moi quand même. »« Ça ne m'a pas l'air très bon. »« Bah, quelque chose en a grignoté un bout, c'est tout. »« Je parle de la situation. La plupart des lettres. Ils n'y croient pas vraiment. Ils font semblant au cas où. Je crains qu'il ne soit trop tard. Ça se propage si vite. Ça remonte même dans le temps. « C'est pas la mort, maître. C'est notre devise, hein. Faut pas désespérer, » dirent les sacs qui donnaient l'impression d'avoir la bouche pleine. « Ça n'a jamais vraiment été la mienne. Je veux dire, c'est pas la perspective certaine d'un échec total qui va nous impressionner, maître. »« Ah non ? Très bien. Bon. J'imagine que nous ferions mieux d'y aller. » La silhouette empoigna les rênes. « Debout, creuseur! Debout, fouisseur! Debout, caveur! Debout, foreur! Hue !» Les 4 gros sangliers attelés au traîneau ne bougèrent pas. « Pourquoi ça ne donne rien ?» fit la silhouette d'une voix grave, perplexe. « Comprends pas, maître, » dirent les sacs. « Ça marche avec les chevaux. Vous devriez essayer. »« Allez les gorées, allez, allez !»« Allez les gorées, allez, allez !» Ils attendirent. « Non, ça n'a pas l'air de leur faire de l'effet. » Chuchota. « Vraiment ? Tu crois que ça peut marcher ? » Bah, ça marcherait vachement avec moi si j'étais un cochon, maître. Bon, très bien. La silhouette empoigna de nouveau les rênes. Patate ! Gland ! Les pattes des sangliers se brouillèrent. Une lumière argentée dansa à travers les bêtes, puis explosa vers l'extérieur. Traîneau et attelage se réduisirent à un point et disparurent. La mort au rat galopa sur la neige, se laissa glisser le long d'un tuyau d'écoulement et atterrit sur le toit d'une remise. Un corbeau s'y tenait perché. Il fixa quelque chose d'un œil désolé. « Vise-moi ça, tiens !» fit le corbeau avec emphase. Il agita une griffe en direction d'une mangeoire dans le jardin en contrebas. Ils accrochent une moitié de saloperie de noix de coco, un gros morceau de couenne de jambon, une poignée de cacahuètes à un bout de grillage, et ils se croient sortis tout droit de la cuisse d'Io. Tu vois des yeux, toi ? Tu vois des entrailles ? À mon avis, non. Je suis l'oiseau le plus intelligent des latitudes tempérées, et je me fais snober parce que j'arrive pas à me suspendre la tête en bas en faisant cuit-cuit. Tiens, prends les rouges-gorges. Des petits cons malfaisants, toujours à cran, qui se bagarrent comme des malades, mais ils ont rien d'autre à faire que de se balader en remuant la tête, et ils savent plus où donner du bec tellement il y a de miettes de pain. Alors que moi, je pourrais réciter des poèmes et répéter des tas de phrases marrantes. Oui, quoi ? La mort au rat montra le toit, puis le ciel, et sautilla avec excitation. Le corbeau leva un œil. « Ah oui, lui !» dit-il. « Rapplique toujours à cette époque de l'année, un peu comme les rouges-gorges. Oui, iki. » La mort au rat mima une silhouette atterrissant dans une cheminée et se déplaçant dans une pièce. T'aurais pas abusé de la bonne chair de porcher des fois ? Tu ne serais pas goinfré de chocolat à la liqueur ? Oui. Les yeux du corbeau riboulèrent. Écoute, mort de la mort, c'est un boulot à plein temps, non ? C'est pas comme si tu pouvais, disons,
avait des carreaux en extra ou allait tondre des pelouses après le service. Oh, à ta guise. Le corbeau s'accroupit légèrement afin de permettre à la petite silhouette de lui sauter sur le dos. Puis il prit pesamment son envol. Bien sûr, ils peuvent perdre la boule, ces types fabuleux, fit-il tandis qu'il piquait au-dessus du jardin en clair de lune. Tiens, le père la tuile. Déjà, je n'insinue rien. Suzanne n'aimait pas les bières, mais elle y faisait tout de même un tour quand la normalité lui pesait trop. Les bières, malgré l'odeur, l'alcool et la clientèle, offraient un avantage de taille. Personne n'y prêtait attention à son voisin, ni à rien. Traditionnellement, on passait plutôt la nuit du porcher en famille, mais les consommateurs des bières ne devaient pas en avoir de famille. Certains donnaient l'impression de plutôt mettre bas des portées, voire des couvées. D'autres d'avoir dévoré leurs parents, ou du moins les parents de quelqu'un. Les bières, c'était le bistrot des morts vivants, et quand on demandait un Bloody Mary à Igor le barman, il ne préparait pas une métaphore. Les clients réguliers ne posaient pas de questions, pas seulement parce que certains peinaient à articuler tout ce qui dépassait le stade du grognement. Et aucun n'était doué pour les réponses. Aux bières, on buvait seul, même quand on venait en groupe, ou en meute. Malgré les décorations disposées d'une main inexperte par Igor le barman en signe de bonne volonté, les bières n'étaient pas un lieu de rencontre familiale. La famille était un sujet que Suzanne préférait éviter. Pour l'heure, le gin tonic l'aidait dans sa démarche. Aux bières, à moins de ne pas être difficile, il valait mieux commander une boisson transparente car Igor avait de surcroît des idées mal arrêtées sur ce qu'on pouvait coller au bout d'un bâtonnet à cocktail. Si c'était sphérique et vert, on n'avait plus qu'à espérer qu'il s'agissait d'une olive. Elle sentit un souffle chaud sur son oreille. Un croque-mitaine s'était assis sur le tabouret voisin. « Qu'est-ce qu'une normale fiche dans un rade pareil, dis donc ?» grommela-t-il en la noyant dans un nuage de vapeur d'alcool et de mauvaise haleine. « Hein, tu trouves ça super de venir te pavaner ici en robe noire au milieu des paumés? Tu donnes dans le ténébreux haute couture, hein ?» Suzanne éloigna légèrement son tabouret, le croque-mitaine grimaça. « Tu veux un croque-mitaine sous ton lit, hein ?»« Mollo, schlimazel !» fit Igor sans lever les yeux du verre qu'il astiquait. « Bah, qu'est-ce qu'elle ficherait là, hein ?» dit le croque-mitaine. Une grosse main velue agrippa le bras de Suzanne. « Évidemment. Ce qu'elle veut, c'est peut-être... »« Je te le répéterai pas, schlimazel, » dit Igor. Il vit la jeune femme se tourner face à schlimazel. De sa place, Igor ne voyait pas parfaitement le visage de Suzanne, mais le croque-mitaine si. Schlimazel eut un mouvement de recul si soudain qu'il en tomba de son tabouret. Et quand Suzanne ouvrit la bouche, ce qu'elle répliqua ne se limitait pas à des mots. C'était aussi l'affirmation, gravée dans le marbre, de ce que réservait l'avenir. « Va-t'en, et cesse de m'embêter !» Elle se retourna pour gratifier Igor d'un sourire poli et vaguement navré. Le croque-mitaine se démena frénétiquement pour se dégager des débris de son tabouret et se précipita par bonds vers la porte. Suzanne sentit les clients se replonger dans leurs préoccupations personnelles. C'était étonnant ce qu'on pouvait commettre impunément aux bières. Igor reposa le verre et leva la tête vers la fenêtre. Une fenêtre plutôt grande pour un bouge partisan de l'obscurité, mais bien sûr, certains habitués arrivaient par la voie des airs. Quelque chose tapotait au carreau. Igor s'en approcha de sa démarche titubante et l'ouvrit. Suzanne leva les yeux. Oh non! La morora bondit sur le comptoir tandis que le corbeau voltait à sa suite. Fiche le camp, fit sèchement Suzanne. Ça ne m'intéresse pas, tu n'es qu'un produit de mon imagination. Le corbeau se percha sur une jatte derrière le comptoir. Ah, génial, fit-il. C'est quoi ça? Dit le volatile qui fit sauter quelque chose de l'extrémité de son bec. Des oignons? Berk. Allez, fichez le camp, vous deux, dit Suzanne. D'après le rat, ton grand-père est devenu fou, dit le corbeau. D'après lui, il se prend pour le père Porcher. Écoutez, Quoi? Un manteau rouge, une longue barbe, lance des ho 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 et se balade dans le grand traîneau tiré par les 4 gorées et tout le tintouin. Des cochons? Qu'est-ce qui t'arrive à Bigadin? J'en sais rien, moi. Évidemment, il se peut, comme je le disais au rat il y a un instant, que Suzanne se plaqua les mains sur les oreilles davantage pour mimer le désespoir que pour cesser d'entendre. Je ne veux pas savoir. Je n'ai pas de grand-père. Il fallait qu'elle s'accroche à cette idée. La mort au rat couina longuement. Le rat te demande de te souvenir. Il est grand,
pas franchement bien en chair. Il porte une faux. Fiche le camp et emmène le rat avec toi. Elle agita follement la main et, à sa grande horreur et à sa grande honte, envoya valdinguer le petit squelette encapuchonné par-dessus un cendrier. Hic ! Le corbeau saisit le capuchon du rat dans son bec et voulut le tirer à l'écart, mais un tout petit poing squelettique agita sa faux. Hic, couille ! Il dit « pas touche au rat », traduisit le corbeau. Ils disparurent dans un claquement d'ailes. Igor referma la fenêtre et s'abstint de tout commentaire. « Il n'était pas réel », s'empressa d'assurer Suzanne. « Enfin, c'est-à-dire, le corbeau l'est peut-être. Mais il traîne avec le rat qui ne l'est pas à lui, » fit Igor. « Voilà, » dit Suzanne avec gratitude. « Vous n'avez probablement rien vu du tout ?»« C'est ça, » fit Igor. « Rien du tout. » Bon, combien je vous dois ?» Igor compta sur ses doigts. « Ça fera 1 piastre pour les consos, dit-il, plus 1 demi-piastre vu que le corbeau, qui n'était pas là, a foutu la merde dans les achats. » La veille du porcher. Dans la nouvelle salle de bain de l'archichancelier, Modo s'essuya les mains sur un bout de chiffon et contempla fièrement son œuvre. De la porcelaine resplendissante lui renvoya son éclat, cuivre et laiton rutilés à la lumière de la lampe. Il était un peu embêté de ne pas avoir pu tout essayer, mais M. Ridicule avait déclaré « J'essaierai tout ça quand je m'en servirai ». Et Modo ne discutait jamais avec ces messieurs, comme il les appelait. Il savait qu'ils en savaient tous beaucoup plus long que lui, et il était ravi de le savoir. Il ne fourrait pas son nez dans la structure du temps ni de l'espace, et eux se tenaient à l'écart de ses serres. De son point de vue, c'était une association. Il avait apporté un soin particulier au nettoyage du sol. Monsieur Ridicule avait été très clair là-dessus. « Le gnome verru », dit-il tout seul en astiquant un robinet d'un dernier coup de chiffon. « Quelle imagination ils ont, ces messieurs !» Au loin, retentit un faible bruit que personne n'entendit, comme des petites clochettes d'argent tintinabulantes. Gling, 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 gling. Puis, quelqu'un atterrit brutalement dans une congère et jura « Merde !» Un mot pas très joli quand il s'agit du tout premier mot qu'on prononce. Dans le ciel, insouciant de la vie nouvelle et un tantinet irrité qui s'époussetait au même moment, le traîneau filait à travers le temps et l'espace. « Je trouve la barbe un poil agaçante, » dit la mort. « Qu'est-ce qui vous oblige à la porter ?» fit une voix en provenance des sacs. « Vous avez dit, il me semble, que les gens voient que ce qu'ils s'attendent à voir. »« Pas les enfants. Ils voient trop souvent la réalité. »« Bah, ça vous maintient au moins dans l'état d'esprit adéquat, maître. Dans la peau du personnage, quoi. Mais descendre par la cheminée, à quoi ça rime ? Je n'ai qu'à passer à travers les murs. »« Passer à travers les murs ? C'est pas régulier non plus, » fit la voix venant des sacs. « Ça marche bien pour moi. Faut que ce soit par la cheminée. C'est comme pour la barbe, là. » Une tête se fraya un passage hors du tas. On aurait dit celle du plus vieux et du plus désagréable lutin de l'univers. Qu'il soit coiffé d'un petit chapeau vert guiré affublé d'une clochette n'arrangeait rien. Le lutin brandit d'une main hargneuse un gros paquet de lettres, beaucoup rédigées sur du papier au ton pastel, souvent illustré de petits lapins et d'oursons, et pour la plupart écrites au crayon. « À votre avis, est-ce que ces petits couillons écriraient à quelqu'un qui passe à travers les murs ?» fit-il. « Et il faudrait me retravailler le « ho, ho, ho », si je peux me permettre. « Ho, ho, ho ». « Non, non et non, » fit Albert. « Faut y mettre un peu de vie, monsieur, sans vouloir vous offenser. Faut que ce soit un gros rire gras. Faut donner l'impression que vous pissez du cognac et chiez de la fouasse, monsieur, si vous me passez l'expression. »« Vraiment ? Comment sais-tu tout ça ? » ?»« J'ai jadis été jeune, monsieur. Je posais mes souliers devant la cheminée tous les ans comme un bon garçon, pour qu'on les remplisse de jouets exactement comme vous faites. Remarquez, en ce temps-là, on retrouvait surtout des saucisses et du boudin quand on avait de la chance, mais il y avait toujours un petit cochon rose en sucre au bout de la chaussure. C'était pas une bonne fête de porcher, tant qu'on n'avait pas baffré à s'en rendre malade comme un chien, maître. La mort regarda les sacs. Fait étrange mais attesté, des sacs de jouets que transportait le père Porcher dépassaient toujours
quel que soit leur contenu réel, un ours en peluche, un petit soldat attifé d'un uniforme à se faire remarquer dans une soirée disco, un tambour et un sucre d'orge rouge et blanc. Leur véritable contenu se révélait toujours des jouets à 5,99 piastres aux couleurs un brin criarde. La mort avait inventorié un ou deux de ces sacs. Il y avait par exemple découvert un véritable ninja agatéen et sa redoutable étreinte mortelle, ainsi qu'un capitaine Carotte, gai de nuit à lui tout seul, assorti d'une armoire complète d'armes miniatures, chacune coûtant déjà aussi cher que la figurine en bois initiale. Remarquez, les cadeaux pour les filles étaient aussi déprimants. Ils se cantonnaient, semble-t-il, aux chevaux, dont la plupart souriaient. Les chevaux, se disait la mort, n'avaient pas à sourire. Un cheval qui sourit prépare un coup en vache. Il soupira encore. Et puis, il y avait cette corvée de décider qui avait été sage ou vilain. Il n'avait encore jamais eu à réfléchir à ce genre de dilemme. Sage ou vilain, ça revenait en définitive au même. Malgré tout, il fallait faire les choses dans les règles. Sinon, à quoi bon? Les cochons s'arrêtèrent à côté d'une nouvelle cheminée. « Voilà, voilà !» dit Albert. « Paul Lagoutte, 8 ans. » Ah oui. En réalité, il a écrit dans sa lettre. Je suis sûr que t'existes pas. Tout le monde sait que c'est les parents. Ah oui, fit la mort d'un ton où affleuraient des accents sarcastiques. Je suis certain que ses parents meurent d'impatience de se cogner les coudes sur une bonne longueur de cheminée étroite au grand besoin de ramonage. Je vais étaler davantage de suie sur son tapis. D'accord, monsieur, bien vu. Et puisqu'on en parle, faut descendre, monsieur. Et si je ne lui donne rien pour le punir de ne pas croire? Ouais, mais ça prouverait quoi? La mort soupira. Tu as raison, j'imagine. Vous avez vérifié la liste? Oui, 2 fois. Tu es sûr que ça suffit? Absolument. J'ai du mal à comprendre tout ça, à dire vrai. Comment est-ce que je peux décider s'il a été sage ou vilain, par exemple? Ben, je sais pas, s'il a bien pendu ses vêtements sur des cintres, ce genre de truc. Et s'il a été sage, je peux lui donner son char de guerre clatchien avec véritable lame d'épée tournante? C'est ça. Et s'il a été vilain? Albert se gratta la tête. Quand j'étais gamin, on avait le droit à un sac d'os. C'était incroyable comme on se tenait à carreau jusqu'à la fin de l'année. Oh là là. Et maintenant? Albert porta un paquet à son oreille et l'agita. On dirait des chaussettes. Des chaussettes? Peut-être un tricot de laine. Ça lui apprendra, si je peux me permettre de donner mon avis. Albert jeta un coup d'œil sur les toits enneigés et soupira. Ce n'était pas juste. Il donnait un coup d'épaule parce que, la mort était son maître, voilà tout. Et si son maître avait un cœur, il l'aurait sur la main. Mais... Vous êtes vraiment sûr qu'on doit faire ça, maître? La mort s'arrêta, à moitié engagée dans la cheminée. Tu as une meilleure idée, Albert? Et voilà, Albert n'en avait pas. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Il y avait à nouveau des ours dans la rue. Suzanne les ignora et ne se soucia même pas d'éviter les fissures de la chaussée. Ils traînaient ici et là, un brin perplexe et légèrement transparent, visible seulement pour les enfants et leurs gouvernantes. Les nouvelles comme Suzanne se répandaient vite. Les ours avaient entendu parler du tisonnier. Des noix et des baies, avait-il l'air de dire. C'est pour ça qu'on est là. De grandes dents pointues? Quelles grandes dents pointues? Oh, ces grandes dents pointues-là, seulement pour casser des noix. Et certaines baies sont drôlement agressives. Les horloges de la ville sonnaient 6 heures quand elle rentra à la maison. On l'autorisait à garder une clé. Elle n'était pas une servante tout de même. On ne pouvait pas être duchesse et servante. Mais gouvernante, si, sans problème. Tout le monde savait qu'on n'en était pas une vraie, qu'il s'agissait seulement d'un moyen de passer le temps en attendant d'accomplir le destin de toute fille ou demoiselle dans la vie, à savoir se marier. Tout le monde comprenait qu'on jouait à faire comme si. Elle inspirait à la fois crainte et respect aux parents. Elle était fille de duc alors que M. Guêtre n'était qu'un magnat du commerce des chaussures et bottes en gros. Madame Guêtre se démenait pour accéder à la classe supérieure et elle espérait ces temps-ci y parvenir par la lecture de manuels sur l'étiquette. Elle témoignait envers Suzanne de cette espèce de déférence inquiète qu'on devait, pensait-elle, à quiconque savait distinguer de naissance une serviette de table d'une serviette de bain. Il n'était encore jamais venu à l'idée de Suzanne qu'on pouvait s'élever dans la société en gagnant des points, pour ainsi dire.
surtout quand des nobles comme ceux qu'elle avait croisés chez son père ne se servaient jamais de serviettes de table, lui préférant la méthode « jette ça par terre, les chiens vont manger ». Lorsque Madame Guêtre lui avait timidement demandé comment on s'adressait au cousin au second degré d'une reine, Suzanne avait répliqué sans réfléchir « La plupart du temps, on l'appelait Jaco ». Et Madame Guêtre avait dû filer se réfugier dans sa chambre avec une bonne migraine. Monsieur Guêtre, lui, se contentait de la saluer d'un hochement de tête quand il la croisait dans un couloir, et ne lui disait jamais grand-chose. Il se sentait sûr de lui dans ses bottes et ses chaussures, et ça lui suffisait. Gauvin et Twyla, qui devaient leur nom à des parents qui donnaient pourtant l'impression de les aimer, étaient déjà au lit lorsque Suzanne réintégra la maison. C'étaient eux qui avaient insisté pour qu'on les couche. Il est courant de croire, à un certain âge, que se coucher tôt fait venir le lendemain plus vite. Elle alla ranger la salle d'études et tout préparer pour la matinée, et entreprit de ramasser ce que les enfants avaient laissé traîner. Quelque chose tapota alors au carreau de la fenêtre. Elle fouilla des yeux les ténèbres extérieures, puis ouvrit la croisée. Un amas de neige tomba dehors. En été, la fenêtre donnait sur les branches d'un cerisier. Dans l'obscurité hivernale, elles apparaissaient comme des lignes grises là où la neige s'était déposée. « Qui est là » demanda Suzanne. Quelque chose sautilla à travers les branches gelées. « Cui, cui, cui !»« Devine qui c'est » fit le corbeau. « Non, encore toi. T'aurais peut-être préféré un gentil petit rouge-gorge ? Écoute, ton grand... Va-t'en » Suzanne claqua la fenêtre et tira les rideaux. Elle leur tourna le dos pour faire bonne mesure et s'efforça de se concentrer sur la salle. Penser à des choses normales, ça facilitait la tâche. Il y avait l'arbre du porcher, une version un peu réduite du modèle qui se dressait dans le hall. Elle avait aidé les enfants à en confectionner les décorations de papier. Oui, pensez à ça. Il y avait les guirlandes en papier et les restes de houx des autres pièces de la maison mises au rebut parce qu'il n'y avait pas assez de baies, mais qu'on avait affublées depuis de faux fruits en pâte à modeler avant de les coller n'importe comment sur des étagères et derrière des tableaux. Il y avait 2 paires de souliers devant l'âtre de la cheminée de la petite salle d'études. Il y avait les peintures de Twyla qui offraient au regard des ciels d'un bleu baveux, de l'herbe d'un vert agressif et des maisons rouges percées de 4 fenêtres carrées. Il y avait des choses normales, quoi. Elle se redressa et les fixa tandis que ses ongles battaient une charge pensive sur le plumier de bois. On poussa la porte. La silhouette ébouriffée de Twyla s'y encadra, accrochée d'une main au bouton. « Suzanne, il y a encore un monstre sous mon lit. » Le roulement des ongles de Suzanne s'interrompit. « Je l'entends qui bouge. » Suzanne soupira et se tourna vers la fillette. « D'accord, Twyla, j'y vais tout de suite. » La fillette hocha la tête, regagna sa chambre et sauta de loin sur le lit afin d'échapper à un éventuel coup de griffe. Un digne métallique retentit lorsque Suzanne sortit le tisonnier du petit porte-accessoires de laiton qu'il partageait avec les pincettes et la pelle à charbon. Elle soupira. La normalité, c'était ce qu'on en faisait. Elle entra dans la chambre des enfants et se pencha comme si elle voulait border Twyla. Puis sa main plongea brusquement sous le lit. Elle saisit une poignée de poils, elle tira. Le croque-mitaine sortit comme un bouchon, mais avant d'avoir pu reprendre son équilibre, il se retrouva plaqué contre le mur, un bras dans le dos. Il parvint pourtant à tourner la tête pour tomber nez à nez avec la figure mauvaise de Suzanne. Gauvin sautait sur son lit. « Fais-y ta voix, fais-y ta voix !» cria-t-il. « Non, pas la voix, non, pas la voix !» supplia aussitôt le croque-mitaine. « Tape-y sur la tête avec le tisonnier !»« Pas le tisonnier, pas le tisonnier !»« C'est toi, hein ?» fit Suzanne. « Cet après-midi. »« Tu vas pas le tisonner avec le tisonnier ?» fit Gauvin. « Pas le tisonnier !» gémit le croque-mitaine. « Nouveau en ville ?» souffla Suzanne. « Oui !» Le croque-mitaine plissa le front, l'air perplexe. « Dis donc, comment ça se fait que vous me voyez ? » C'est un avertissement amical, compris, parce que c'est la fête de Porcher. Le croque-mitaine voulut bouger. « Vous appelez ça amical ?»« Ah, tu veux tâter de l'inamical ?» fit Suzanne en resserrant sa prise. « Non, 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 amical, ça me va. Cette maison est interdite, d'accord ? Vous êtes une sorcière ? Un truc comme ça ?» gémit le croque-mitaine. « Seulement un truc comme ça. Bon, qu'on ne te revoie plus dans le secteur, vu ? Sinon ce sera la couverture la prochaine fois. »« Non, je ne rigole pas. On te mettra la tête sous la couverture. »« Non. Décoré de petits lapins. »« Non. Alors file. » Moitié tombant, moitié courant, le croque-mitaine se rua vers la porte. « C'est pas juste, » marmonnait-il. « Devez pas nous voir si vous êtes pas mort ni magique. C'est pas juste. » Passe donc au 19,
lui conseilla Suzanne en s'adoucissant un peu. La gouvernante ne croit pas au croque-mitaine. C'est vrai, fit le croque-mitaine d'un ton plein d'espoir. Mais elle croit à l'algèbre. Ah, sympa. Il se fendit d'un immense sourire. C'était étonnant les mauvais coups qu'on pouvait commettre dans une maisonnée où aucun responsable ne croyait à l'existence des monstres. Bon, j'y vais alors, fit-il. Joyeux porcher ? Peut-être, fit Suzanne tandis qu'il s'éclipsait furtivement. C'était moins rigolo qu'avec celui d'il y a un mois, dit Gauvin en se remettant sous les draps. Tu sais, quand il a flanqué un coup de pied dans le pantalon. Maintenant vous allez dormir, fit Suzanne. Vérité disait que plus vite on s'endormait, plus vite passait le père Porcher, disait Twyla sur le ton de la conversation. Oui, confirma Suzanne, c'est fort possible, malheureusement. La remarque leur passa au-dessus de la tête. Elle-même se demandait pourquoi elle lui était passée à travers la sienne, mais elle savait faire confiance à son instinct. Un instinct qu'elle détestait, qui lui gâchait la vie, mais elle était née avec. Elle borda les enfants, puis referma silencieusement la porte et retourna dans la salle d'études. Quelque chose avait changé. Elle lança un regard noir aux souliers, mais rien ne les remplissait. Une guirlande de papier émit un bruissement. Elle lança un regard noir à l'arbre. On l'avait entortillé de guirlandes argentées et on y avait accroché des décorations mal assemblées. Et au sommet trônait la fée en... Croisa les bras, leva les yeux au plafond et poussa un soupir théâtral. « C'est toi, hein » fit-elle. « Oui, c'est toi. Tu étends les bras comme un épouvantail et tu as collé une petite étoile sur ta faux, non ?» La Morora baissa une tête coupable. « Oui !» Personne n'est dupe. « Oui !» Descends de là tout de suite. « Oui !» Et qu'est-ce que t'as fait de la fée ? Elle est sous un coussin du fauteuil, lui répondit-on depuis les étagères de l'autre côté de la salle. Suivit un petit bruit sec, et la voix du corbeau ajouta « Ces saletés d'yeux sont coriaces, non ?» Suzanne traversa la salle à toute allure et escamota si vite le bol que le volatile fit un saut périlleux arrière et atterrit sur le dos. « Ce sont des noix !» brailla-t-elle tandis que les fruits en question rebondissaient par terre tout autour d'elle. « Pas des yeux. On est ici dans une salle d'études, et la différence entre une classe et une friandise pour corbeau, c'est qu'on y laisse rarement traîner des yeux dans des bols des fois qu'un corbeau passerait pour un petit encas à vue. Pas des yeux. Le monde est plein de petits machins ronds qui ne sont pas des yeux, d'accord ?» Les yeux du corbeau lui-même riboulèrent. « Et j'imagine qu'un bout de foie chaud, c'est pas la peine d'y penser. »« Tais-toi ! Je veux que vous me fichiez tous les deux le camp d'ici tout de suite. Je sais même pas comment vous êtes entrés. » Il y a une loi qui interdit de descendre par les cheminées la nuit du porcher, mais je ne veux pas vous revoir dans ma vie. Compris ? Le rat a dit qu'il fallait te prévenir, même si t'étais dingue, fit le corbeau d'un air boudeur. Moi, je voulais pas venir. Il y a un âne crevé juste aux portes de la ville, et je serais vernie si je pouvais récupérer un sabot. Me prévenir, fit Suzanne. Voilà que ça recommençait. Le changement de conditions climatiques dans sa tête, l'impression d'avoir touché le temps qui passe, la Morora opina. Un raclement se produisit au-dessus. Quelques flocons de suie tombèrent dans la cheminée. « Oui !» fit le rat. Suzanne prit conscience d'une nouvelle sensation comme un poisson d'une nouvelle marée, d'une entrée d'eau douce dans la mer. Le temps s'écoulait dans le monde. Elle leva les yeux sur l'horloge. Elle marquait 6h30. Le corbeau se gratta le bec. D'après le rat, t'as intérêt d'ouvrir l'œil. D'autres travaillaient en cette radieuse veille du porcher. Le marchand de sable faisait sa tournée, traînant son sac de lit en lit. Bonhomme Hiver passait de fenêtre en fenêtre et les décorait de motifs de glace. Et une toute petite silhouette voûtée glissait et dérapait le long de la gouttière, pataugeait dans la neige fondue et jurait tout bas. Elle portait une tenue noire tachée et était coiffée de ce chapeau connu ici et là dans le multivers sous le nom de melon ou du galure qui te donne un peu l'air d'un gland. Le chapeau, solidement enfoncé sur son crâne, écartait les oreilles pointues de la créature et la faisait ressembler à un petit écrou à ailettes malfaisant. L'être était un gnome d'aspect, mais une fée de profession. Les fées ne sont pas nécessairement de petites créatures scintillantes, profil classique de l'emploi. Les plus communes ne sont même pas visibles. La fée n'est qu'une entité obéissant à des lois surnaturelles communément employées pour emporter des objets ou, dans le cas de la petite qui escaladait à cette heure l'intérieur du tuyau d'écoulement en jurant, pour en apporter. Oh oui, c'est ce qu'il fait le gnome. Faut bien que quelqu'un le fasse, et il paraît tout indiqué pour cette tâche. Oh oui. Sidonie était inquiet.
Il n'aimait pas la violence et elle se déchaînait ces derniers jours, si les jours s'écoulaient en ce lieu. Les hommes, ma foi, ils ne trouvaient visiblement d'intérêt dans l'existence qu'en vivant à couteau planté dans leurs semblables, et s'ils ne l'embêtaient pas, de la même manière que les lions laissent tranquilles les fourmis, ils l'inquiétaient bel et bien, mais encore moins que l'heure du thé. Même la brute du nom de Grillage témoignait des égards, voire du respect envers l'assassin, et le monstre du nom de Banjo le suivait partout comme un petit chien. Le colosse le regardait en ce moment. Il rappelait beaucoup à Sidonie un certain Ronald Jenks, le petit dur qui lui avait empoisonné l'existence à l'école élémentaire de Mamie Latarière. Ronald n'était pas un élève, c'était le petit-fils, le neveu ou autre parent de la vieille femme, ce qui lui donnait le loisir de traîner dans l'école et de tabasser tout gamin plus petit, plus faible ou plus intelligent que lui, autant dire qu'il disposait en gros du monde entier. Du coup, sa manie de toujours jeter son dévolu sur Sidonie relevait de l'injustice flagrante. Sidonie n'avait pas détesté Ronald, il le craignait trop. Il avait voulu devenir son ami, oh oui, très fort, parce qu'ainsi il se ferait peut-être moins souvent piétiner le crâne et arriverait à manger son déjeuner au lieu de le retrouver balancé dans les cabinets. Et quand c'était son déjeuner, il pouvait s'estimer dans un bon jour. Malgré tous les efforts de Ronald, Sidonie avait grandi et était allée à l'université. Sa mère lui donnait de temps en temps des nouvelles de Ronald. Comme toutes les mères, elle les croyait amis sous prétexte qu'ils avaient fréquenté la même école étant gamins. Il tenait, semble-t-il, un étal de fruits et était marié à une certaine Angie. Une punition trop douce, se disait Sidonie. Banjo respirait même comme Ronald, qui devait se concentrer pour effectuer cet exercice et avait toujours une narine bouchée, et la bouche ouverte en permanence, comme s'il se nourrissait de plancton invisible. Il s'efforça de penser à ce qu'il faisait et d'ignorer le gargouillis pénible derrière lui. Un changement de tonalité dans ce même gargouillis lui fit lever la tête. « Fascinant !» fit l'heure du thé. « Ça paraît si facile quand vous le faites. » Sidonie se carra sur son siège nerveux. Ça devrait aller maintenant, monsieur, dit-il. Ça s'est un peu éraflé quand on a entassé les... Il ne pouvait pas se résoudre à le dire. Il devait même détourner les yeux du tas vu le bruit que ça avait fait. Qu'on les a entassés, termina-t-il. Nous n'avons pas besoin de répéter le sortilège demanda l'heure du thé. Oh, il restera permanent, répondit Sidonie. Les sortilèges simples sont définitifs. C'est un changement d'état, rien d'autre, dont l'énergie vient ça dure indéfiniment. Il déglutit. Bon, reprit-il, je me disais que, puisque vous n'avez pas vraiment besoin de moi, monsieur, peut-être que... Je crois que monsieur Lebrun a des soucis avec les serrures du dernier étage, dit l'heure du thé. La porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir, vous vous souvenez ? Je suis sûre que vous allez vouloir nous aider. La figure de Sidonie s'allongea. Je suis pas serrurier. Elles sont magiques, semble-t-il. Sidonie ouvrit la bouche pour préciser. Mais je suis très mauvais en serrure magique. Puis il se ravisa. Il avait déjà compris que si l'heure du thé tenait à ce qu'on exécute une tâche et qu'on n'était pas très calé en la matière, la meilleure solution, et sans doute la seule, c'était d'apprendre à en devenir un expert très vite. Sidonie n'était pas bête. Il avait vu de quelle façon réagissait l'entourage de l'heure du thé, des hommes qui faisaient ce dont il avait pour sa part seulement rêvé. Il fut alors soulagé de voir Moyen David descendre l'escalier, et qu'on se sente soulagé par une diversion telle que Moyen David en disait long sur l'effet que produisait le regard de l'heure du thé sur les gens. « On a déniché un garde, monsieur, au 6e étage, il se planquait. » L'heure du thé se releva. « Oh là là !» fit-il. « Il n'a pas joué les héros, dites-moi. Il a seulement la frousse. On le laisse filer ?»« Filer ? Bien trop compliqué. Je monte. Venez, monsieur le mage. » Sidonie le suivit à contre-cœur dans l'escalier. La tour, s'il s'agissait bien d'une tour, songea-t-il, il était habitué à l'architecture curieuse de l'université de l'invisible qui paraissait pourtant normale aux côtés de cette bâtisse-là. La tour, donc, ressemblait à un tube creux. Pas moins de 4 escaliers internes en spirale la gravissaient. Ils s'entrecroisaient sur les paliers et se traversaient parfois au mépris des lois communément admises de la physique. Mais tout cela n'avait rien d'exceptionnel aux yeux d'un ancien potache de l'université de l'invisible qui n'avait pourtant pas tant potassé que ça. Ce qui déroutait, c'était l'absence d'ombre.
On ne remarque pas les ombres qui délimitent les choses et donnent au monde sa texture jusqu'au moment où elles ne sont plus là. Le marbre blanc, s'il s'agissait bien de marbre, donnait l'impression de luire de l'intérieur. Même lorsque le soleil improbable brillait par une fenêtre, il n'engendrait que de vagues taches grisâtres là où auraient dû se trouver d'honnêtes ombres bien noires. On aurait dit que la tour évitait l'obscurité. C'était encore plus effrayant que la fois où, après un palier tarabiscoté, il s'était retrouvé à monter un escalier en descendant sa face inférieure et que le plancher des vaches, au loin, leur avait tenu lieu de plafond. Il avait remarqué que même les autres hommes fermaient les yeux dans ces cas-là. L'heure du thé, quant à lui, grimpait les marches 3 par 3 en riant comme un gamin devant un nouveau jouet. Ils atteignirent un nouveau palier et suivirent un couloir. L'avant-garde s'attroupait devant une petite porte fermée. Il s'est barricadé à l'intérieur, fit Grillage. L'heure du thé tapota au battant. Vous êtes là dit-il. Sortez, vous avez ma parole qu'on ne vous fera aucun mal. Non. L'heure du thé recula. Banjo, enfoncez-la, ordonna-t-il. Banjo s'avança lourdement, la porte résista à 2 coups de pied retentissants, puis s'ouvrit violemment. Le garde se tapissait derrière un cabinet retourné. Il battit en retraite lorsque l'heure du thé enjamba le meuble. « Qu'est-ce que vous fichez ici » s'écria-t-il. « Qui êtes-vous »« Ah, c'est une très bonne question. Je suis votre pire cauchemar » répondit joyeusement l'heure du thé. L'homme frissonna. Vous voulez dire celui avec le chou géant et l'espèce de bidule comme un couteau tourbillonnant ?»« Pardon ?» L'heure du thé parut un instant déconcerté. « Alors c'est celui où je tombe. Seulement au lieu d'avoir un sol en dessous, c'est tout... Non, je suis en réalité... Le garde s'affaissa. Aïe, 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 aïe. Pas celui où il y a toute cette espèce de... Vous savez, de vase et tout devient bleu. Non, je suis... Oh merde, alors c'est celui où il y a la porte, seulement il n'y a pas de plancher derrière, et puis il y a des griffes. Non, le coupa l'heure du thé. Pas celui-là. Il tira une dague de sa manche. Je suis celui où un homme sort de nulle part et vous tue net. Le garde eut un grand sourire de soulagement. Ah, celui-là, fit-il. Mais il n'est pas très... Il se chiffonna autour du poing soudain tendu de l'heure du thé. Puis, comme tous ses collègues avant lui, il se décolora peu à peu. « Voilà ce que j'appellerais un acte charitable, » dit l'heure du thé tandis que l'homme disparaissait. « Mais on approche du porcher, après tout. » Son oreiller glissant doucement sous sa robe rouge, la mort se dressait au milieu du tapis de la nurserie. C'était un vieux tapis. À la nurserie aboutissaient les objets qui avaient déjà servi dans le reste de la maison. Quelqu'un l'avait autrefois tissé en nouant soigneusement de longues lanières de chiffon aux couleurs vives à la façon d'une toile à sac, ce qui lui donnait l'air d'un hérisson rastafari dégonflé. Les lambeaux de tissu recelaient de toutes sortes de débris, de vieilles biscottes, des fragments de jouets, des monceaux de poussière. La vie avait habité ce tapis. Elle s'y était même peut-être développée. Pour l'heure, des mottes de neige sale en liquéfaction s'écrasaient régulièrement dessus. Suzanne était écarlate de colère. « Pourquoi, bon sang ?» grogna-t-elle, en tournant autour de la silhouette. « C'est la nuit du porcher. Une fête en principe joyeuse avec du gui et du hou, des joujoux, des bijoux, choux, cailloux. C'est un jour où les gens veulent voir la vie en rose et manger jusqu'à plus soif, un jour où ils veulent se réunir en famille. » Elle ne termina pas sa phrase. « Je veux dire, un jour où les humains sont vraiment humains, reprit-elle, et ils ne veulent pas d'un squelette à leur fête, surtout d'un squelette, j'ajouterais, qui porte une fausse barbe et un foutu coussin fourré sous sa robe. Pourquoi, bon sang ?» La mort avait l'air nerveux. « Albert a dit que ça m'aiderait à me mettre dans la peau du personnage. Je suis content de te revoir. » Un petit bruit de succion se fit entendre. Suzanne pivota d'un bloc, enchantée de l'interruption. « Ne crois pas que je ne t'entends pas. C'est du raisin, vu, et le reste des mandarines. Sors de la corbeille de fruits. » « On ne peut pas en vouloir à un oiseau de tenter le coup, » fit le corbeau d'un ton boudeur depuis la table. « Et toi, laisse ces noix tranquilles, c'est pour demain. » « Quoi ?» fit la mort au rat en se dépêchant d'avaler sa bouchée. Suzanne se retourna vers la mort. La bedaine factice du père Porcher se trouvait à présent au niveau de l'entrejambe. « C'est une bonne maison, dit-elle. J'ai un bon travail.
Tout est réel, les gens sont normaux, et moi j'ai toujours voulu vivre une vie réelle, dans laquelle se passent des choses normales. Et voilà que vous débarquez pour me faire votre cirque. Regardez-vous, Pipo, Dario et Mimi, les rois de la piste. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous pouvez vous en retourner. Compris? C'est ma vie à moi. Elle n'y a aucun de vous. On ne va pas... On entendit un juron étouffé suivi d'une avalanche de suie et un vieillard tout maigre atterrit dans l'âtre. « Oui, mon cul !» lâcha-t-il. « Bon sang !» éclata Suzanne. « Et voilà, Albert le lutin. Oui, oui, entre donc, va. Si le vrai porcher n'arrive pas bientôt, il n'y aura pas de place. »« Il ne viendra pas, » dit la mort. L'oreiller glissa doucement jusque sur le tapis. « Oh, et pourquoi ça ?» Les enfants lui ont tous les deux écrit une lettre, rétorqua Suzanne. Et il y a un règlement, tu sais? Oui, il y a un règlement. Et ils sont sur la liste, j'ai vérifié. Albert s'ôta le chapeau pointu du crâne et recracha un peu de suie. Parfaitement, c'est vrai, 2 fois, confirma-t-il. Quelque chose à boire dans le coin? Alors qu'est-ce qui vous amène ici? Demanda Suzanne. Et si c'est pour le travail, je dois vous dire que ce déguisement est d'un goût plus que douteux. Le père Porcher est indisponible. Indisponible? La nuit du Porcher? Oui. Pourquoi? Il est... voyons, les hommes n'ont pas d'adjectif vraiment approprié, alors disons mort. Et oui, il est mort. Suzanne n'avait jamais mis de souliers ni de chaussettes devant la cheminée. Elle n'avait jamais cherché d'œuf le jour du canard du gâteau de l'âme. Elle n'avait jamais mis de dents sous son oreiller en espérant sérieusement qu'une fée, voire une petite souris portée sur l'odontologie, passerait la récupérer. Non pas que ses parents refusaient de croire à ces histoires. Ils n'avaient pas besoin d'y croire. Ils les savaient réelles. Mais ils le regrettaient, c'est tout. Oh, elle avait le droit à des cadeaux au moment opportun, soigneusement étiquetés au nom de la personne qui offrait, et à un œuf magnifique le matin du gâteau de l'âme, rempli de bonbons. Les dents de lait ne rapportaient pas moins d'1 piastre chacune que son père déboursait sans discuter. Mais tout se faisait franchement. Elle savait aujourd'hui qu'il cherchait à la protéger. Elle ignorait alors que son père avait été un temps l'apprenti de la mort et que sa mère en était la fille adoptive. Elle se rappelait très vaguement qu'il l'avait emmenée en de rares occasions voir quelqu'un plutôt bon vivant, disons, malgré sa maigreur étrange. Puis les visites avaient soudain cessé. Elle l'avait rencontré par la suite et oui, il avait ses bons côtés au point qu'elle s'était un instant demandé pourquoi ses parents s'étaient montrés aussi insensibles. Et elle savait maintenant pourquoi ils avaient voulu la tenir à l'écart. La génétique ne se réduit pas à de petites spirales entortillées. Elle pouvait passer à travers les murs quand il le fallait. Elle pouvait parler d'une voix qui induisait davantage d'actes que de paroles, qui pénétrait d'une certaine façon les gens et agissait sur toutes les commandes voulues. Et ses cheveux, le phénomène était récent. Ils étaient indisciplinés, mais vers l'âge de 17 ans, elle s'était aperçue qu'il se disciplinait plus ou moins tout seul. Il lui avait coûté plusieurs jeunes gens. Les cheveux d'une jeune femme qui adopte de même une nouvelle coiffure, les boucles qui se peletonnent les unes autour des autres comme une nichée de chatons, avaient de quoi inhiber toute relation. Elle avait pourtant fait de gros progrès. Elle pouvait désormais passer des jours sans se sentir autrement que parfaitement humaine. Mais c'est toujours la même chose, non? On se lance dans le monde, on réussit sans faire de concessions et, tôt ou tard, un vieux parent gênant finit toujours par réapparaître. Grognant et jurant, le gnome se hissa hors d'un tuyau d'écoulement, s'enfonça fermement son chapeau sur la tête, balança son sac sur une congère de neige et sauta à sa suite. « Elle est bien bonne, fit-il. Ah, lui faudra des semaines pour se débarrasser de ce truc-là. » Il sortit un bout de papier froissé d'une poche et l'examina soigneusement. Puis, il avisa une silhouette âgée qui travaillait tranquillement depuis un moment à la maison voisine. Debout devant la fenêtre, l'homme dessinait d'un air concentré sur le carreau. Le gnome s'approcha, sans se presser, intéressé, et l'observa d'un œil critique. « Pourquoi toujours des fougères ?» demanda-t-il au bout d'un moment. « Joli, ouais, mais c'est pas moi qui laisserai le moindre sou dans votre chapeau pour des fougères. » La silhouette se retourna, un pinceau à la main. « Il se trouve que j'aime les fougères, » répliqua froidement Bonhomme Hiver. C'est qu'on s'attend, vous voyez, à des gamins aux grands yeux tristes, à un petit chat qui sort la tête d'une chaussure, à des chiots, ce genre de truc. Moi, j'aime les fougères.
ou à de grands pots de tournesol, à des scènes joyeuses au bord de mer et à des fougères. Je veux dire, mettons, un grand prêtre vous demande de peindre le plafond d'un temple avec des dieux et des anges, des machins comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Il pourrait avoir autant de dieux et d'anges qu'il veut, du moment qu'il ressemble à des fougères. Oui. Ça ne me plaît pas, votre insinuation que je fais une fixation exclusive sur les fougères, dit Bonhomme Hiver. Je fais aussi de très jolis persils. De quoi ça a l'air? Ça rappelle, il faut le reconnaître, la fougère pour un œil non averti. Hiver se pencha. Vous êtes qui? Le gnome fit un pas en arrière. Vous n'êtes pas une fée des dents, dites. J'en vois de plus en plus ces temps-ci. Jolie fille. Non, 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 pas les dents, répondit le gnome en étreignant son sac. Quoi alors? Le gnome le lui dit. C'est vrai? Fit Bonhomme Hiver. Je croyais que ça arrivait comme ça. Puisque vous en parlez, moi je croyais que le gel sur les fenêtres se faisait tout seul. Dites, vous êtes vachement hérissé de pointe, vous devez transpercer tous vos draps, je parie. Je ne dors pas, répliqua Hiver d'un ton glacial en se détournant. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de fenêtres à voir. Pas facile, les fougères. Faut une main sûre. Comment ça, mort? Demanda Suzanne. Comment le père Porcher peut-il être mort? Il est comme toi, non? Une personnification anthropomorphique, oui. Il l'est devenu. L'esprit de la nuit du Porcher. Mais comment? Comment peut-on tuer le père Porcher avec du sherry empoisonné, des pointes dans la cheminée? Il existe des méthodes plus subtiles. Coff, coff, oh là là, cette suie, fit tout haut Albert. Ça m'étouffe, c'est affreux. Et tu as pris la relève, fit Suzanne en ignorant l'interruption. C'est macabre. La mort réussit à prendre l'air offensé. Je vais jeter un petit coup d'œil plus loin, fit Albert qui passa tout près d'elle et ouvrit la porte. Elle la lui referma aussitôt sur le nez. Et qu'est-ce que tu fais ici, Albert? Fit-elle en se raccrochant désespérément à un semblant d'espoir. Je croyais que tu mourrais si tu revenais dans le monde. Ah, mais nous ne sommes pas dans le monde, dit la mort. Nous sommes dans la réalité expressément créée pour le père Porcher. Les lois classiques sont provisoirement suspendues. Sinon, comment pourrait-on parcourir le monde entier en une seule nuit? Exact, fit Albert en ricanant. Et me voilà, un des petits assistants du père Porcher. Officiel. J'ai le chapeau pointu et tout, hein. Il repéra le verre de sherry avec les 2 navets que les enfants avaient laissés sur la table et il fonça dessus. Suzanne parut scandalisée. L'avant-veille, elle avait emmené les enfants à la grotte du père Porcher dans un grand magasin du Maillet. Bien entendu, il ne s'agissait pas du vrai père Porcher, mais d'un assez bon acteur en tenue rouge. Ils avaient vu des gens déguisés en lutins et, devant le magasin, des manifestants en faveur du mouvement pour l'égalité des tailles. Aucun des lutins ne ressemblait même de loin à Albert. S'il lui avait ressemblé, les visiteurs seraient tout bonnement entrés armés dans la grotte du père Porcher. « Ça marche pour toi, hein ?» fit l'intéressé qui cracha dans l'âtre. Suzanne le regarda fixement. La mort se pencha. Suzanne leva les yeux dans la lueur bleue de ses yeux. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Oui. Indépendante. Tu fais ton chemin toute seule dans le monde. »« Oui. »« Bien. Bon. Viens, Albert. Nous allons remplir les souliers et nous remettre au travail. » 2 lettres apparurent dans les mains de la mort. On a prénommé la gamine Twyla. J'en ai peur. Mais pourquoi? Et l'autre gamin Gauvin? Oui, mais écoute comment? Pourquoi Gauvin? J'imagine que c'est un bon prénom pour un combattant. Il suggère la force. Une prédiction qui se réalise, je pense. Je vois que la fillette écrit au crayon vert sur du papier rose avec une souris dans le coin. La souris porte une robe. Je dois avouer, elle voulait que le père Porcher la trouve mignonne, dit Suzanne. Même chose pour les fautes d'orthographe. Mais écoute, pourquoi est-ce que tu... Elle dit qu'elle a 5 ans. D'âge, oui. Mais de cynisme, au moins 35. Pourquoi est-ce que c'est toi qui fais... Elle croit au père Porcher. Elle est prête à croire n'importe quoi si ça lui rapporte une poupée. Mais tu ne partiras pas sans me dire... La mort reposa les souliers devant la cheminée. Maintenant, faut qu'on y aille. Joyeux Porcher. Ah oui,
Ho, ho, ho. La meule, chérie, dit Albert en s'essuyant la bouche. La rage rattrapa la curiosité de Suzanne. Elle courait rudement vite. Tu as vraiment bu les vrais petits verres que les enfants laissent pour le vrai père Porcher, fit-elle. Ouais, pourquoi se priver? C'est pas lui qui les boira, là où il est parti. Et combien t'en as bu, si je peux me permettre? Je sais pas, j'ai pas compté, répondit joyeusement Albert. 1 800 706, dit la mort. Et mangé 68 319 pâtés en croûte, plus un navet. Il ressemblait à un pâté, fit Albert. Tu ressembles à du pâté au bout d'un moment. Alors, pourquoi tu n'as pas éclaté? Je sais pas, elle est toujours bien digérée. Pour le père Porcher, tous les pâtés n'en font qu'un, sauf celui qui ressemblait à un navet. Viens, Albert, nous abusons du temps de Suzanne. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Hurla Suzanne. Je regrette, je ne peux pas te le dire. Oublie que tu m'as vu. Cette histoire ne te regarde pas. Ne me regarde pas? Comment peux-tu? Maintenant, il faut qu'on y aille. Bonne nuit, fit Albert. L'horloge sonna 2 fois pour la demi-heure. Il était toujours 6h30, et ils étaient partis. Le traîneau filait à travers le ciel. Elle va essayer de savoir ce qui se passe, vous savez, dit Albert. Oh là là, surtout maintenant que vous lui avez dit de pas le faire. Tu crois? Ouais. Bon sang, j'ai encore beaucoup à apprendre sur les hommes, hein. Oh, je sais pas, dit Albert. Il est évident que ce serait une erreur de mettre un humain dans l'affaire. C'est pourquoi, rappelle-toi, je lui ai formellement défendu d'y fourrer son nez. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est contraire au règlement. Vous disiez que les petits connards en gris l'avaient déjà violé, le règlement. Ouais, mais je ne peux pas agiter une baguette magique pour tout arranger. Il y a des procédures à suivre. La mort regarda un instant droit devant lui, puis haussa les épaules. Et on a tant de choses à faire. On a des promesses à tenir. La nuit est jeune, on a tout le temps, fit Albert en se carrant dans les sacs. La nuit est vieille. La nuit est toujours vieille. Les cochons galopaient sans faiblir. Non, c'est pas vrai. Pardon. La nuit n'est pas plus vieille que le jour, maître. Ça tombe sous le sens. Il y a forcément eu un jour avant qu'on sache que c'était la nuit. Oui, mais c'est plus dramatique. Oh, alors d'accord. Suzanne se tenait immobile devant la cheminée. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas la mort. Quand elle le voyait comme un individu et non comme le baisser de rideau d'une existence, elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer, mais d'un amour étrange. Tout de même, elle avait du mal à se mettre dans le crâne l'idée de la faucheuse la nuit du Porcher, s'arrêtant sur les toits du monde entier en emplissant les petits souliers de jouets par milliers, même en la prenant par tous les bouts. C'était comme imaginer le père Latuile en fait des dents. Ah, le père Latuile, vraiment pas agréable celui-là. Mais franchement, quel genre de malade irait se glisser pendant la nuit dans de petites chambres d'enfants? Eh bien, le père Porcher, évidemment. Mais elle entendit un léger tâtement vers le pied de l'arbre du Porcher. Le corbeau recula des tessons d'une boule scintillante. Pardon, marmonna-t-il. Réflexe d'oiseau, comme qui dirait, vous savez, c'est rond, ça brille. Des fois, un coup de bec. Ces pièces en chocolat sont aux enfants. Couic, fit la Morora en reculant des pièces étincelantes. Pourquoi il fait ça? Couic, tu ne sais pas non plus. Couic, est-ce qu'il est arrivé des ennuis? Est-ce qu'il a fait quelque chose au vrai père Porcher? Couic, pourquoi il ne veut rien me dire? Couic, merci, tu m'as beaucoup aidé. Quelque chose se déchira derrière elle. Elle se retourna et vit le corbeau qui retirait délicatement une bande d'emballage rouge d'un paquet. « Arrête tout de suite !» Il se redressa, une tête coupable. « C'est qu'un petit bout, dit-il. Il manquera à personne. Et qu'est-ce que tu veux faire de ça, d'ailleurs? Les couleurs vives nous attirent, tu comprends? Un réflexe plus fort que nous. Ça, c'est les choucasses. C'est vrai, merde. » La Morora hocha la tête. « Oh, et te voilà d'un coup ornithologue, hein » cracha le corbeau. Suzanne s'assit et tendit la main. Le rat sauta dessus. Elle sentait ses griffes comme de toutes petites aiguilles.
On aurait dit une de ces scènes où la douce et jolie héroïne chante un petit duo avec l'oiseau bleu. À peu de choses près en tout cas. Dans les grandes lignes du moins. Mais sous réserve d'un accord parental plus que souhaitable. Est-ce qu'il ne tourne plus rond dans sa tête? Quoi? Le rat haussa les épaules. Mais ça pourrait arriver, non? Il est très vieux et j'imagine qu'il voit des tas d'horreurs. Quoi? Tout ce qui va mal dans le monde, traduisit le corbeau. J'avais compris, dit Suzanne. Elle avait aussi ce talent. Elle n'avait pas compris ce que disait le rat, seulement le sens de ses paroles. Quelque chose va de travers et il ne veut rien me dire, fit-elle encore, ce qui l'enrageait davantage. Mais Albert aussi est dans le coup, ajouta-t-elle. Elle songeait. Des milliers, des millions d'années à faire le même travail. Un travail pas agréable. Il n'a pas toujours affaire à des vieillards enjoués qui décèdent à un âge avancé. De quoi déprimer tôt ou tard n'importe qui. Quelqu'un devait faire quelque chose. Comme la fois où la grand-mère de Twyla s'était mise à raconter à tout le monde qu'elle était l'impératrice de Krull et refusait désormais de porter des vêtements. Et Suzanne avait assez de jugeote pour savoir que l'expression « quelqu'un doit faire quelque chose » n'était pas d'un grand secours. Ceux qui l'employaient n'ajoutaient jamais en annexe « et ce quelqu'un, ce sera moi ». Mais quelqu'un devait faire quelque chose. Et pour l'instant, le choix se limitait, en tout et pour tout, à elle. La grand-mère de Twyla avait fini dans une maison de retraite, avec vue sur la mer à Kirm. Il ne fallait pas songer à pareille solution dans le cas présent. Et puis, il jouirait pas d'une grande popularité auprès des autres pensionnaires.